Au menu de ce journal, le flambeau du 11 décembre a quitté Banfora pour Zignaré. La ville accueille la célébration de l'indépendance l'année prochaine. Dans toutes les communes des 3 provinces du plateau central où elle est passée, la flamme a créé une mobilisation et une effervescence au sein des populations. Un avant-goût de la fête en 2021 ont renchéri les autorités de la région. Plénière à l'Assemblée nationale ce mardi, 2 sujets à l'ordre du jour. Le rapport des députés après la mission parlementaire sur la Covid-19. On parle de tâtonnement et de reprise en main par la suite du gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire. Vous entendrez les recommandations qui ont été également faites. Et puis, les suppléants des 13 députés fondeurs de l'UPC qui ont pris fonction en application d'une décision du Conseil constitutionnel. Vous entendrez aussi leurs sentiments face à la petite mission qu'ils ont à réaliser. Dans ce journal également, cette sortie médiatique de Maître Herman Yameogo, le président de l'UNDD, donne les raisons de son absence aux récentes élections présidentielles et législatives. Il se prononce aussi et surtout sur le choix, dit-il, approprié de la justice transitionnelle pour aller à la réconciliation nationale. Bonsoir et bienvenue. Banfora 2020, c'est bien terminé. En route maintenant pour Zignaré 2021. La région des Cascades passe le flambeau du 11 décembre au plateau central. Et le plateau central, il faut le dire, qui se mobilise déjà, c'est le moins qu'on puisse dire, au regard de l'optimisme qui habite les autorités politiques et administratives de cette collectivité, vous les entendrez, mais aussi au regard de l'ambiance mais festive qui a entouré le passage de la flamme dans chacune des 10 communes de la région. Reportage, Arsène Konditamde. C'est dans la liesse que les populations de la région du plateau central accueillent le flambeau du 11 décembre, venu tout droit de Banfora, la cité du paysan noir. Lumbila, première étape de la délégation, conduite par le gouverneur de la région. À Zignaré, l'arrivée du flambeau a été célébrée comme il se devait, au cours d'une fête baptisée la nuit du flambeau. Un événement qui annonce les couleurs de ce que sera la célébration du 11 décembre 2021 dans la région. Nous avons tant entendu ce flambeau et comme on a dit, la Providence a voulu que ce soit maintenant et plus que déterminé, ils doivent être pour que nous puissions ensemble réussir 2021, la fête nationale du Burkina Faso qui se tiendra à Zignaré dans la région du plateau central. Beaucoup de supputations ont eu lieu, mais vous avez eu l'occasion de remarquer aujourd'hui que le plateau central était prêt à recevoir ce flambeau-là et que ce soit du jamais vu, comme veut dire Zignaré à Mori. Aller en contact avec la population, échanger pour créer une dynamique de concertation soutenue pour pouvoir impulser davantage ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est pour vous dire que la mayonnaise est déjà prise et reste maintenant à travailler de telle sorte que tout ce que nous avons comme de différents, comme ce que nous avons comme d'insuffisant, nous puissions travailler à s'asseoir ensemble une certaine batterie d'activités à mener pour que nous puissions réussir le pari. Après l'Oubritenga, le flambeau a été conduit dans 5 communes de la province du Ganzourgou. À Nagriongo, Zam, Moktedo, Boudri et Zorgo, les fils et filles de la région se sont engagés à relever le défi de cette célébration. Il n'y aura pas de défaite dans cette organisation, Madame la Gouverneur. Jamais. Les filles et les fils de la province du Ganzourgou me chargent de vous dire, cette organisation, ils feront des merveilles qui émerveilleront tous les Burkinabés. Même accueil à Laï, Niou et Boussé dans la province du Kourouéougo. Ici, les forces vives comptent s'investir pleinement et apporter leur soutien au comité d'organisation pour le succès de Zignaré 2021. Du fait qu'économiquement, nous sommes la dernière région, vous allez voir que nous allons faire un grand bond pour être parmi les premiers en matière économique. Nous ne serons plus la dernière région. Il y a 11 décembre dans 11 décembre. Il y a 11 décembre et 11 décembre. Mais cet 11 décembre-là, qui vivra, verra. En tout, le gouverneur de la région et sa délégation ont parcouru 10 communes des 3 provinces de la région pour mobiliser les populations et demander leur adhésion à l'esprit de la célébration.
Et en attendant le thème des Igniarés 2021, celui du 11 décembre 2020 qui vient de prendre fin, vous vous en souvenez, lui fait référence à la nécessité de cohésion nationale et donc de réconciliation nationale. Et comment y parvenir sans parler de justice? Et quelle justice justement, classique ou alors justice transitionnelle? Le président de l'UNDD penche plutôt pour la deuxième option. Pourquoi? Eh bien, Maître Herman Yameogo s'en est expliqué ce matin au cours d'une conférence de presse où il a émis par ailleurs des réserves sur le processus électoral qui vient de prendre fin. Les précisions de Rémi Lambert-Nébier. Dès l'entame de cet échange avec la presse, l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, a tenu à relever la pertinence de son choix de n'avoir pas participé aux élections du 22 novembre dernier. Pour le parti, les irrégularités dénoncées à l'issue du scrutin confortent sa décision. Mais cette élection, c'est une insulte à la démocratie. On n'a jamais vu cela. Et d'une manière générale, vous avez pu observer que ces formes d'opposition et même tous ceux qui ont participé aux élections se sont retrouvés pour faire une déclaration détaillée avec un contenu substantiel auquel je peux vous renvoyer, qui fait état des fraudes, des manquements incommensurables à cette élection. Et s'il y a des responsabilités, je persiste et signe, ce n'est pas seulement le pouvoir. Le pouvoir a joué le jeu. Il a fait ce qu'il fallait pour garder son pouvoir. Il a réussi un prodige à embarquer toute une classe politique pour pouvoir l'accompagner à cette élection. Donc, il y a la responsabilité de l'opposition. Il y a celle aussi de beaucoup de Burkinabés. C'est-à-dire, il y a élection. Combien n'ont pas envoyé des messages avec le doigt? Je suis allé voter pour quoi? Voter pour qui? Vous avez favoriser un système. Pour le parti de Herman Yameogo, il aurait fallu d'abord résoudre certains préalables au nombre desquels la question de la réconciliation nationale. Elle passe nécessairement par le jugement d'un certain nombre de dossiers. Pour l'UNDD, la meilleure des options serait la justice transitionnelle. Les gens pensent que quand on parle de réconciliation, c'est favoriser l'impunité. Or, dans la justice transitionnelle, il y a la justice. Mais c'est une autre justice qu'on trouve dans la justice transitionnelle. La question que chacun de nous doit se poser, la justice c'est quoi? La vérité c'est quoi? Quand dans un processus, vous arrivez à savoir qui est le coupable, qu'ils viennent, disent oui c'est moi le coupable, j'ai fait cela. Il y a la victime qui est là, oui, je regarde et tout cela. Et qu'il y ait une réparation. Il y a la justice, il y a la vérité, il y a la reconnaissance, il y a l'aveu, il y a la demande de pardon, il y a la justice. Mais si maintenant, il y en a qui estiment que la justice, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est pour un mort, causer un mort, ça c'est la justice ancienne. Ce n'est pas la justice, en tout cas, nationalisée, qui repose sur les droits humains. Le chantier de la réconciliation nationale est vaste, selon Maître Herman Yameogo. Il concerne aussi bien la classe politique, l'armée ou encore les entités communautaires entre elles. De ce fait, l'UNDD pense que la justice classique ne fera que susciter de nouvelles tensions. Vous prenez par exemple une insurrection. Si on dit on va juger ça selon la justice classique, il faut trouver ceux qui ont formé les insurgés. Il faut trouver ceux qui ont indiqué les maisons pour qu'on brûle. Ceux qui ont fait des conférences pour dire il faut trouver tout cela dans le cas de la justice classique. Alors que certains sont au pouvoir, vous voyez que ce n'est pas possible. Parce que vous allez créer d'autres problèmes. Voilà pourquoi les gens disent, pour des crises graves, des conflits politiques graves, qui ont beaucoup d'implications, si on va à la justice classique, on crée d'autres problèmes. Pour l'UNDD, si le président du Faso venait à engager le processus dans les prochaines semaines comme promis, il pourrait choisir d'accorder l'armistice à certaines personnalités mises en cause ou procéder par un forum national avec pour finalité de s'engager sur la voie des principes de la justice transitionnelle.
À l'Assemblée nationale, ce mardi, c'est bien une décision de justice classique qui a été appliquée, celle du Conseil constitutionnel ayant déchu les députés frondeurs de l'UPC de leur mandat. Les suppléants ont pris officiellement fonction au cours de la plénière de ce 15 décembre. Vous allez les entendre, ils ont exprimé leur fierté d'accomplir cette nouvelle mission, aussi courte soit-elle, mais ils ont aussi adressé quelques pics à leurs prédécesseurs et parfois ça peut faire mal. Roméo Koyeta. Madame Nobila Ouedraogo attendait certainement ce moment depuis longtemps. Félicitations. Suppléante du député Ladi Koulibaly, elle récupère officiellement le mandat après que ce dernier et les 14 autres députés frondeurs de l'UPC aient été déchus de leur mandat électif par le Conseil constitutionnel. Un mandat si court, mais si symbolique pour cette enseignante de profession. Il est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour travailler, mais déjà moi je suis très contente parce que déjà aujourd'hui j'ai pu quand même poser une préoccupation directement à l'Assemblée qui me tenait vraiment à cœur. Comme elle, les 14 autres suppléants de l'Union pour le progrès et le changement ont été officiellement titularisés dans leurs fonctions. Pour la première fois depuis octobre 2017, date de la fronde de Daouda Simboro et ses 12 compagnons, le groupe parlementaire UPC retrouve entièrement ses 33 députés à l'hémicycle, même s'il ne reste que quelques semaines avant la fin de leur mandat. Un jour d'un député intègre à l'hémicycle vaudra toujours mieux que 1000 ans pour un député traître. Voilà, c'est ce que nous disons. Même si c'était 1 minute, nous pensons que ça vaut la peine parce que c'est l'intégrité qui a payé. Et nous allons saluer la justice, notre justice. Si ce n'était pas la Cour constitutionnelle, les gars ils allaient s'accrocher jusqu'à la fin. Donc je pense que la Cour constitutionnelle a fait le droit et donc nous sommes là, mais pas pour longtemps, mais nous sommes satisfaits. Satisfait si pour les suppléants du Parti du Lion, même sentiment du côté de l'UNUPS et du Faso Autrement, qui ont procédé respectivement au remplacement de leurs députés démissionnaires, notamment Alexandre Sankara et Nama Baoui, seul député du parti de Ablassé Ouedraogo, qui avait rejoint le groupe parlementaire Bokilim. On reste à l'hémicycle avec les conclusions de la mission parlementaire sur la Covid-19 lancée il y a quelques mois. Du rapport, il ressort qu'il y a eu un tâtonnement du gouvernement au début de la pandémie avant une reprise en main de la situation. Le document fait également des recommandations, notamment la nécessité de motiver les agents de santé sur tous ces sujets. La ministre de la Santé a répondu aux questions des députés. Elle a aussi donné quelques précisions sur l'introduction du vaccin au Burkina. Le point de tout cela, Roméo Koyeta. L'une des conclusions à laquelle est parvenue la commission d'enquête parlementaire sur la Covid-19, c'est la réactivité du gouvernement face à la pandémie. Craintif dès les premiers cas de contamination, le rapport élève que l'exécutif a su s'adapter à travers un plan de riposte et des mesures audacieuses pour arriver à maîtriser la maladie. Le rapport dont la synthèse a été livrée, ça nous permet de savoir que le Burkina Faso, en réalité, faisait face, à l'instar du monde entier, à une maladie dont on n'avait pas les tenants et les aboutissants. Et que notre système sanitaire n'était même pas approprié pour conjuguer cette maladie-là. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu un effort, d'abord national, il y a eu ce sursaut patriotique, il y a eu la solidarité nationale, il y a eu l'engagement des acteurs de santé, il y a eu beaucoup d'implications et tout le monde a fait face à telle enseigne que vers le mois de juin, la maladie avait été maîtrisée. La Covid-19 semblait être maîtrisée jusqu'en fin novembre où l'on a constaté un rebond. À la date du 13 décembre, le pays compte plus de 1000 nouvelles contaminations en quelques 3 semaines. Une situation non prise en compte dans le rapport de la commission qui était déjà finalisé. Malgré tout, elle invite le gouvernement à prendre les mesures idoines afin d'éviter une nouvelle flambée des cas. Occasion pour Claudine Louguet de réagir sur l'arrêté portant création du groupe de réflexion sur l'introduction du vaccin anti-Covid-19. Le Burkina Faso veut prendre toutes les précautions avant l'acquisition des premières doses. À la préparation, il faut aller voir
par la revue de littérature, quel est le vaccin qui convient le plus à notre milieu? Quels sont les éléments d'acceptabilité du vaccin dont il faut qu'il y ait des études sociologiques? Quels sont les éléments de langage à mettre dans une communication efficiente pour faire en sorte que le vaccin ne soit pas rejeté? Voilà l'étape à laquelle nous nous trouvons. En attendant une éventuelle utilisation du vaccin, c'est l'hydroxychloroquine qui est toujours utilisée dans le traitement des malades. La commission d'enquête parlementaire recommande une meilleure motivation des agents de santé en première ligne contre cette pandémie. Au regard de leur délicate mission, le président de l'Assemblée nationale prend l'engagement d'œuvrer afin qu'ils soient décorés à titre spécial. Et pour être complet sur le sujet de la COVID-19, sachez que les cas de contamination se multiplient à grande vitesse au Burkina Faso. Ces derniers jours, on parle, tenez-vous bien, de 1198 cas actifs à la date du 13 décembre, 179 cas de plus, 30 guérisons enregistrées à cette même date. Au total, 2940 guérisons pour 71 décès. La lutte contre la COVID-19 ne doit pas éclipser celle engagée contre une autre pandémie qui fait beaucoup plus de victimes en Afrique et au Burkina Faso, le paludisme. Depuis 2013, l'ONG JPIGO a lancé le projet Améliorer la lutte contre le paludisme. 7 ans après, ce sont des milliers de vies et d'enfants qui ont été sauvés selon le rapport sur les actions de ce projet présenté hier. Plus de détails, Benjamin Kwame. Après 7 ans de mise en œuvre, l'heure est au bilan dans le projet Improving Malaria Care. L'AMC, ou encore améliorer les soins contre le paludisme lancé en 2013, visait entre autres à prévenir le paludisme saisonnier, à renforcer les capacités des acteurs au niveau national et local. Et en termes de prévention, avec JPIGO, 400 000 enfants de moins de 5 ans ont été protégés contre le paludisme depuis 2018. Les activités de ce projet, qui avait une envergure nationale, avaient pour but de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme, conformément au plan stratégique national de lutte contre le paludisme, et a couvert 3 volets que sont la prévention du paludisme, le diagnostic et le traitement, le renforcement des capacités des acteurs au niveau national et local. Le projet Améliorer les soins contre le paludisme s'est étendu sur tout le territoire burkinabé. Dans le Nord et le Sahel, 1000 enfants qui auraient pu perdre la vie ont été sauvés selon les initiateurs. Autre point d'honneur, plus de 17 000 décès liés au paludisme ont été aussi évités partout dans le pays. Ces résultats ont été engrangés grâce à l'appui financier des États-Unis qui ont d'ailleurs offert 3 véhicules au ministère de la Santé. Les États-Unis ont investi plus de 222 millions de dollars dans l'aide au secteur de la santé au Burkina Faso. Grâce à AMC, environ 1,5 million de femmes ont bénéficié d'un traitement préventif pendant la grossesse et 2,5 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été distribués à des femmes enceintes et allaitantes. En 2019, le paludisme a tué 409 000 personnes dans le monde selon l'OMS. C'est pourquoi l'avènement de ce projet est salué par le ministère en charge de la Santé. Le paludisme était un véritable problème de santé publique. De par les taux de morbidité et de mortalité élevés, nous sommes en train de clore ce projet à un moment donné où les résultats sont fort appréciables et fort probants. Et nous osons espérer et compter que le peuple américain puisse poursuivre ses efforts, puisse poursuivre ses résultats positifs avec nous. Et nous ne désespérons pas parce que l'ambassadeur a vu les progrès que les hommes et les femmes sur le terrain, depuis le niveau central jusqu'au niveau communautaire, ont pu réaliser. L'ONG JPIGO crée et fournit des solutions de soins de santé transformatrices. Dans la mise en œuvre de son plan d'action, elle a misé aussi sur les campagnes de sensibilisation de proximité à travers la communication pour le changement social de comportement. Le combat contre le paludisme doit se poursuivre pour l'éliminer définitivement du Burkina Faso. Appel lancé par le ministère de Claudine Louguet.
Toute autre chose à présent, il s'appelle America Corner. C'est un espace qui devrait permettre aux étudiants et aux chercheurs burkinabés de se familiariser davantage avec la langue, les pratiques et les cultures américaines. Installé au sein de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso, eh bien, il a été inauguré en présence de l'ambassadrice américaine au Burkina, Cynthia Tassambedo, surtout Justin Dabiré. American Corner Bobo est le troisième centre au Burkina Faso après celui de l'université Norbert Zongo à Koudougou et celui installé à l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Installé au sein de l'université Aube Nouvelle Bobo, American Corner est un espace de lecture, de recherche et d'apprentissage qui vise à rapprocher davantage les étudiants, professeurs et chercheurs des Américains. Je suis très ravie aujourd'hui que nous pouvons établir cet établissement pour aider les étudiants, mais aussi des professionnels, des professeurs, des chercheurs à trouver des ressources, à améliorer leur anglais et avoir des liens avec les Américains. Au début, c'est des échanges de livres et documentation. Il y aura des projections de films et des cours d'anglais. Mais aussi, nous avons fait des échanges ou des programmes par le voie de la technologie. Donc, nous avons fait quelque chose à Ouagadougou, mais on a eu par l'ordinateur, on a pu avoir des participants de Bobo-Dioulasso aussi. Donc, c'est un moyen de lier des gens et aussi pour que les choses que nous faisons à Ouaga aient un impact ici. Au-delà d'un centre de langue, American Corner promeut la culture et les échanges interculturels entre les États-Unis et le Burkina Faso. Ce centre va être, selon les responsables de l'université Aube Nouvelle, une importante source de recherche et d'information pour les étudiants. Comme je le disais dans mon intervention tout à l'heure, bien sûr que ça va avoir un intérêt pour les étudiants. Vous voyez ici un ensemble de documents en économie, en biologie, et sociologie et autres, d'auteurs américains, dont certains, j'ai vu des titres, sont des Nobel, sont des prix Nobel. Et donc, ça va être une source d'inspiration et de recherche pour nos étudiants. C'est une chose, mais le American Corner va au-delà des étudiants. Vous, les journalistes, par exemple, ça peut être une importante source de recherche, d'information pour vous. American Corner Bobo est doté d'ordinateurs, de livres et de cassettes vidéo en anglais afin de rehausser le niveau de langue en anglais des étudiants de l'université Aube Nouvelle et de l'ensemble des personnes qui vont visiter ce centre. Le ministère de la Jeunesse, préoccupé par le chômage de masse qui touche notamment les jeunes, et il met l'entrepreneuriat au cœur de sa politique d'employabilité de cette frange de la population. La question a nécessité une étude à travers le projet La Voix du Sahel. Les résultats obtenus ont été soumis à validation aux acteurs concernés. Benjamin Kwame nous en dit plus. Au Burkina Faso, la région du centre-nord est la moins entreprenante, suivie du centre-ouest et celle du nord. Le centre-sud est la plus entreprenante. Un classement livré par le ministère en charge de la jeunesse après une étude nationale. Un résultat très important qui appelle à une profonde réflexion sur la question du chômage et de l'entrepreneuriat des jeunes. La réflexion a été menée à travers le projet La Voix des jeunes du Sahel dans sa deuxième phase. L'étude s'est étendue dans toutes les régions et les résultats consignés dans un rapport. Cet atelier de validation de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes apportera une plus-value après son adoption. Aujourd'hui, il s'agit de faire sa validation, de proposer des recommandations et de voir un peu aussi adopter son plan d'action opérationnel. Alors, c'est très important parce qu'en fait, une fois ce document adopté, il pourrait servir effectivement de référentiel pour la promotion de l'entrepreneuriat au niveau du Burkina Faso. Un cadre de dialogue entre jeunes et institutions. L'idée ici également est de mettre à contribution tous les acteurs du pays pour réduire le chômage. Il ne revient pas seulement à l'État central de pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Il revient à l'ensemble des acteurs, parties prenantes du développement de la nation, et de participer à la promotion d'entrepreneuriat des jeunes. Et pour ce faire, il serait important de mettre en place des structures
et qui pourront donc travailler à inclure l'ensemble des acteurs sur le terrain. Le projet La Voix des Jeunes du Sahel intervient dans les 5 pays du G5 Sahel. Dans sa politique prioritaire au Burkina, il est question de faciliter les organisations de jeunesse dans le processus de création d'emplois. Dans cette feuille de route par pays, donc il y a 3 chantiers prioritaires. Et pour le Burkina Faso aujourd'hui, donc nous sommes en train de célébrer, j'allais dire, l'avènement des résultats pour ce qui est du chantier prioritaire opportunité économique, pour laquelle effectivement l'attente des jeunes c'était de pouvoir disposer donc d'une politique qui va réglementer donc le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso. Tout simplement parce que vous savez que l'entrepreneuriat peut être une solution, ce n'est peut-être pas la panacée, mais effectivement les jeunes y ont cru. Et avec l'accompagnement donc des autorités, dans le cadre de ce dialogue, l'idée effectivement a été de pouvoir donc susciter, d'accompagner, de faciliter donc ce processus-là, bien entendu en intégrant donc les organisations de jeunesse dans le processus d'élaboration, et c'est ce qui a été fait. La stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes avec le projet La Voix des Jeunes du Sahel est appuyée financièrement par l'Union européenne et le Royaume du Danemark. En clair, le projet vise à recentrer et impliquer davantage les jeunes dans les prises de décisions socio-économiques et politiques pour leur autonomisation. Certains parmi eux sont justement leurs propres employeurs. Ils sont mécaniciens ou encore vulganisateurs et ils ont effectué une immersion au sein de SAP Olympique. C'était à l'occasion d'une journée portes ouvertes organisée par cette société spécialisée en pneumatique. Objectif, créer un cadre de collaboration professionnelle efficace entre les deux parties. Sonia Cynthia Pututa Sampendo, surtout Justin Dabiré. Venus de plusieurs localités du Burkina, ces mécaniciens et vulcanisateurs, partenaires de la SAP Olympique, ont pu découvrir une fois de plus le travail effectué au sein de la Société africaine de pneumatique. Ce que nous avons retenu dans cette journée, c'est que nous avons aussi des produits nouveaux qui sont là et la SAP va sortir dans ces derniers jours. Bon, ok, la qualité de ces produits aussi, elle est tellement meilleure. Il faut avoir le pneu pour pouvoir savoir que le pneu SAP, c'est de la bonne qualité. Effectivement, bon, nous conseillons beaucoup, surtout les commerçants, même les usagers, de prendre le pneu SAP. Vraiment, il est de la bonne qualité. Aujourd'hui, les mécaniciens ont commencé à comprendre que les produits de SAP sont les meilleurs et encore moins chers. Alors aujourd'hui, sur le marché, quand tu tournes, tout le monde parle de SAP, mais puisque c'est les débuts, nous ne pouvons pas encore quantifier ce qui se passe. Mais nous savons déjà que quelque chose est fait. Cette journée porte ouverte est la deuxième organisée par la SAP Olympique à moins de 2 mois. Le travail ne fait que commencer. La journée porte ouverte n'est qu'un début. Et après cela, nous amuserons d'autres stratégies commerciales terrain. C'est-à-dire, on est en train de vouloir même mettre en place des boutiques témoins, s'il le faut, pour que, en tout cas, les produits soient accessibles. Nous sommes en train de travailler aussi avec des détaillants pour qu'il y ait une visibilité de nos produits. Oui, les choses sont en train de changer, quand bien même timidement. Nous sentons vraiment, en tout cas, un changement sur les chiffres. On ne peut pas aussi occulter le fait que le déstockage nous a donné une bouffée d'oxygène non négligeable. Et au-delà de ça, les commandes ont continué. Ces mécaniciens, pour ne rien vous cacher, ce sont pour nous des partenaires. Parce qu'en matière de pièces de rechange pour engins à 2 roues, les mécaniciens sont des personnes de ressources auprès desquelles certains utilisateurs d'engins à 2 roues ont recours pour se renseigner et s'informer sur le meilleur choix à faire en termes de pièces détachées. C'est pour ça que nous avons donc pensé qu'il était bon de convier ces partenaires-là, les mécaniciens et vulcanisateurs, à la SAP pour faire meilleure connaissance des entreprises, connaître mieux ces produits et à travers ça, ils pourront en tout cas recommander nos produits à leurs clients respectifs. Au cours de la visite guidée de l'usine, les mécaniciens et vulcanisateurs ont pu découvrir le fonctionnement de la société depuis la matière première jusqu'au produit fini. Un jeu de tambola et une remise d'attestation aux participants ont mis fin à la journée porte ouverte de la SAP Olympique. On entame la dernière ligne droite de ce journal avec ce geste de solidarité. Cela se passe à Banfora, notamment au secteur 8 de la ville, où une entreprise a effectué des travaux de réhabilitation d'une route. L'ouvrage est bien modeste, mais il vaut son pesant d'or pour les populations de la zone qui n'ont pas caché leur enthousiasme. Archimède Boy Abdourazak Traoré. Sous nos tropiques, c'est un geste rare. Offrir une route aux populations n'est pas habituel. Alors si le don est effectif,
les bénéficiaires ne peuvent qu'exprimer leur satisfaction comme il se doit. Elle n'est certes pas bitumée, mais son aménagement vaut de l'or pour les riverains qui souffraient le martyre ici, au secteur 8 de Banfora. Dans la saison hivernale, tout le secteur est inondé d'eau. Et vous voyez toutes ces femmes qui sont autour de nous, tous ces enfants et ces vieux-là, c'est la même cause dont nous l'avons approché, il a accepté. Il dit, bon, il va nous aménager au moins ça. Il a aménagé et nous lui avons sollicité encore une autre voie, celle qui quitte le côté sud, de l'environnement et qui descend et qui continue pour rejoindre l'autre goudron de Saint-Loup. Donc il a accepté avec ses camions, nous venir nous verser de la terre et ils ont damé cette voie-là. Alors ça a beaucoup plu aux gens, les gens ont cherché à le voir. Et c'est lui le donateur, Karim Démé, entrepreneur bénéficiaire de marché de construction de routes dans le cadre du 11 décembre 2020 à Banfora. J'ai été sollicité par la population du secteur 8 afin de les désenclaver par une voie parce qu'ils étaient énormément dans le souci de pouvoir rejoindre les grandes routes et surtout en cas de pluie, personne ne pouvait sortir de sa maison. Donc ils m'ont sollicité et j'ai accepté construire une route de près de 1 km gratuitement pour les donner. Voilà. C'est ma modeste contribution aussi pour la communauté de Banfora. On a beaucoup fait des demandes pour qu'on vienne nous sauver, c'est-à-dire désenclaver nos lieux où on était vraiment embourbés. Impossible de sortir. Donc, on a tout fait. On attendait à ce que Dieu ou bien le Saint-Esprit vienne nous sauver. Mais aujourd'hui, vraiment, on peut dire que Dieu est venu nous voir. 1 kilomètre de route aménagée, plus des canaux d'évacuation d'eau réalisés. Un geste salué, mais les populations espèrent la poursuite des travaux pour aller au-delà de ce qui a été réalisé, car pour elles, le risque d'inondation est certes réduit, mais pas éliminé. L'appel est donc lancé aux bonnes volontés. Avant de nous séparer, deux informations. D'abord, politique. Sachez qu'en Guinée, le président réélu Alpha Condé a prêté serment ce 15 décembre. C'était en présence de plusieurs chefs d'État. Le président Rochma Christian Kaboré y était notamment. Alpha Condé qui, dans son discours, a dit vouloir gouverner autrement. Après avoir passé 2 mandats à la tête de la Guinée, Alpha Condé rempile pour un 3e mandat. Et puis, pour terminer maintenant, cette bonne nouvelle pour le sport burkinabé football, eh bien, les étalons viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe UFOA en battant les éléphants de Côte d'Ivoire sur un score très net de 4-1. Les étalons qui sont donc qualifiés pour la finale de la Coupe UFOA. Et c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité renouvelée. Demain, Abdourazak Traoré sera ici pour le 19h30 et puis avant cela, à 13h, vous retrouverez la charmante Mamounata Kaboré pour l'édition de la mi-journée. Moi, je vous dis à la semaine prochaine sans doute. Au revoir, bonsoir.